Si vous les croisiez dans la rue, vous ne feriez même pas attention à eux. Pourtant, ces 4 investisseurs valent plus de 10 millions d'euros. Et ce, grâce uniquement à l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, j'ai eu l'opportunité d'aller à leur rencontre pour savoir comment est-ce qu'ils trouvent des biens immobiliers rentables. Et surtout, quels sont leurs plus grands secrets pour maximiser la rentabilité de leurs biens et quels conseils ils donneraient aux Belges qui veulent se lancer en partant de zéro. Et ce n'est pas tout. Je leur ai également demandé quelles sont les plus grosses difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Évidemment, comment est-ce qu'ils ont pu en tirer profit. Parfait. Comment s'est passé ton premier investissement? Je suis très curieux et aussi c'est quelque chose, voilà, la plupart des personnes qui nous regardent sont quand même vachement débutantes. Comment s'est passé ton premier investissement immobilier? Quelles sont les étapes que tu as suivies pour trouver le bien et finalement commencer à investir? Alors mon premier bien, tout est atypique parce que j'étais très jeune et pour ma génération, on avait Cinétel Revue, il existe encore aujourd'hui. À l'arrière, il y avait Maurice Noël, donc c'était un courtier en crédit qui était un peu bouffi, en bonhomie. Et lui, il te prêtait tout gratuit, donc à 125%, etc. Donc moi, je vois ça depuis que j'ai 16 ans. Donc dès que j'ai 18 ans et 3 fiches de paye, je vais aller voir Maurice Noël. 18 ans, 3 fiches de salaire, j'étais salarié 1 an. Genre Maurice Noël, c'était pas lui, évidemment. Donc c'était un courtier à la chasse qui existe peut-être encore. Et là, il me dit, ça ne peut pas être possible de prêter parce qu'il faut des sous, etc. Mais je dis, non, ça fait 5 ans que je te lis. Il faut pas de sous, quoi. Donc, mais est-ce que tu as un bien? Je dis non, mais je vais trouver. Donc, et pour trouver mon bien, donc moi je tourne la pousse chez mes parents. Ma voisine me dit, écoute, je vais aller dans un groupe et je vais vendre mon appartement. Je dis, moi ça m'intéresse. Et elle me dit, tu peux me faire une proposition. J'avais pas le sens des affaires que j'ai aujourd'hui à l'époque, mais je balance un chiffre. À l'époque, c'était 100 000 euros. C'était un rez-de-chaussée avec un jardin de 300 mètres carrés à Jette. Donc, il me dit, mais ça, c'est trop bas. Je dis, oui, mais la banque me donne que 100 000 euros. Pas vrai, donc moi, j'avais pas de banque, rien du tout. Et elle me dit oui. Je dis, mince. Je dis, maintenant, une opportunité, j'ai fait un problème, quoi. et j'ai été voir plein de banques qui m'ont dit non, trop jeune, non. Jusqu'à un banquier, je crois que c'est le 17e, BNP Paribas à l'époque, a vu 4,95, je crois, me dit moi je vais te faire confiance, mais t'as fait une bêtise de jeune ou de plus adulte, quoi. C'est quoi cette bêtise? T'as acheté une voiture à crédit. Est-ce que t'es prêt à vendre cette voiture? J'ai dit tout de suite, chez moi le pas, je me fous de la voiture. C'est ce que je voulais entendre, on va faire mieux, on va la racheter dans le crédit, sans la liquide, et je te donne le prêt. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Ce qui serait intéressant, c'est que tu nous expliques comment s'est passé ton premier investissement immobilier, un peu plus en détail. Tu viens de nous donner un peu de contexte, mais si tu peux nous dire un peu quelles sont les étapes que tu as suivies pour le trouver, ce bien immobilier. Alors pour le trouver, comme je te l'ai dit, ça s'est passé un peu en off-market. Donc j'ai commencé à en parler autour de moi. J'ai dit qu'est-ce que tu fais là? Ce week-end je fais des visites. Tu visites quoi? Je visite des maisons, j'ai envie d'acheter une maison. Ouais, c'est vrai. Écoute, moi je connais quelqu'un qui vend sa maison. J'ai été visiter, ça m'intéressait pas. Et puis de fil en aiguille comme ça, je suis tombé sur ce que moi j'appelle une pépite, c'est-à-dire une maison où le prix est bien en dessous de sa valeur réelle. J'ai directement vu le potentiel. Et très rapidement, j'ai fait ce qu'on appelle un calcul de rentabilité. À l'époque, il était beaucoup moins perfectionné que ceux que je fais maintenant. Ouais, donc pour bien comprendre, c'est une maison unifamiliale. J'étais pas du tout dans une optique d'investissement au début. C'était une optique de premier bien, maison résidence principale. Il fallait tout refaire, donc c'était à proximité de chez mes parents. Donc j'ai acheté cette maison, je vivais encore chez mes parents. Et tous les jours, avant mon boulot, après mon boulot, les week-ends, les soirs, j'ai rénové cette maison. Ça m'a pris quelques années. Et puis je me suis rendu compte en fait que c'est une maison que je pouvais louer facilement. Donc à un moment donné, j'ai pris une pause carrière. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de la louer cette maison. J'ai vu que j'avais une demande incroyable. Et en fait, ça a un peu été ça le déclic pour moi. Je me suis dit, en fait, dans le secteur dans lequel j'habite, il y a une grosse demande locative pour ce type de bien. Et j'ai commencé à acheter des maisons qui ressemblent à ça. Parce que vraiment, mon premier achat m'a servi d'exemple. Et donc, voilà, maison unifamiliale, 3 chambres, avec un beau jardin, un carport, maison classique, mais achetée pas cher, rénovée moi-même à 100%, grosse plus-value. La différence entre ma valeur locative et mon prêt est énorme, donc gros cash flow. Donc j'étais un peu dans le flou, mais je me suis lancé et finalement les chiffres étaient très bons, donc voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Est-ce que tu pourrais partager à l'audience comment s'est passé ton premier investissement immobilier? Quelles sont les étapes que tu as suivies pour trouver ton premier bien? C'est passé par le réseau. C'était le papa d'une amie qui était au scout, qui était agent immobilier syndic et qui a partagé le fait qu'il avait un logement à vendre d'un propriétaire dont il gérait le bien. Et il a proposé, c'était intéressant le prix, il y avait moyen de faire les travaux moi-même aussi. Donc c'était pas on ne défonçait pas tout et on ne refaisait pas tout. Donc ça c'était assez intéressant. Et puis ouais, le prix proposé était vraiment assez intéressant par rapport à ce qui se faisait. Mais il fallait aller vite en fait. Donc voilà, ça a été ça le tout premier. Après,
J'avais pas bien estimé certaines choses, donc je me suis fait un peu avoir sur certains postes. Mais j'ai beaucoup appris et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enchaîné et je fais tout le temps la même chose en fait. Comment est-ce que s'est passé ton premier investissement? Quels ont été les plus gros challenges que tu as vécu dans cette première aventure? Le tout premier investissement, c'était assez simple, parce que comme je disais, j'ai beaucoup suivi des vidéos pour me former, et donc du coup, en fait, j'étais pressé, et donc c'est peut-être ça le danger, en fait, c'est que quand on est pressé, on peut peut-être acheter parfois dans la précipitation, mais donc du coup, j'ai fait attention, et donc j'ai pris des biens, en fait, les tout premiers. Il n'y avait pas trop de travaux, et donc c'est là où j'ai peut-être fait des erreurs, mais qui ne sont pas des erreurs parce qu'au fur et à mesure, avec le temps, l'immobilier nous permet quand même d'engranger des bénéfices, même s'il n'y a pas de travaux. Mais je pense que si je referais en fait le cheminement depuis le début, j'aurais commencé par des biens à travaux pour pouvoir justement gagner et enchaîner sur des plus-values latentes que je ne connaissais pas forcément à l'époque. Quel problème est-ce que tu as rencontré dans dans ce premier bien immobilier que tu as acheté par exemple? Est-ce que tu as eu un gros problème ou des problématiques? Si pas dans ce projet-là, quels sont les plus gros problèmes que tu as déjà rencontrés dans l'immobilier? Alors, le plus gros problème que j'ai eu, je les ai eu tout de suite. Je voulais faire les travaux moi-même de rafraîchissement. Ça prend beaucoup de temps et c'est moins bien fait, malgré que je suis menuisier, mais voilà, on n'a pas tous les cordes à son arc. Deuxième problème, la locataire. Donc, on m'a convaincu de mettre quelqu'un du CPS. Elle a payé 3 mois. Non, le CPS a payé 3 mois, elle a payé 1 an. Donc, c'est le problème typique des premiers locataires. Depuis lors, ça fait mal une fois. Ça coûte du NIF. Je n'ai plus de vie locative depuis. Donc ouais, tu pensais tout d'abord faire ta résidence principale, mais finalement, tu as vite compris que voilà, c'est pas ce que tu voulais faire. Tu voulais faire de l'investissement et donc finalement, c'est quand même rentable ce bien-là ici. Ok, très bon. Très bon. Quel problème est-ce que tu as rencontré dans ton parcours? Les problèmes majeurs dans ton parcours d'investisseur immobilier? Les problèmes majeurs, ça a été un moment, trouver des biens. Ça a été un problème, parce que j'avais pas de réseau en fait. La première, je me suis renseigné, et il y a comme un facteur chance un petit peu, que je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un et ainsi de suite. Mais donc ça, se développer un bon réseau, parce que c'est souvent là que ça bloque, pour trouver des biens. J'ai été confronté assez rapidement aussi à ce qu'on appelle le taux d'endettement. Donc tu peux emprunter jusqu'à 50% de ton endettement. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond, si tu as un revenu de 5 000 euros, tu peux emprunter jusqu'à 2 500 euros. J'ai très vite été bloqué là-dessus, donc j'ai dû trouver des solutions pour augmenter ma capacité de financement. Et pour ça, j'ai pris un second job, j'ai trouvé une activité complémentaire. Et ça j'ai augmenté mes revenus et du coup, j'ai augmenté ma capacité d'emprunt. J'ai résolu ce problème-là aussi. Bon. Et ensuite, les problèmes classiques, c'est les délais. Les délais. Tu connais un entrepreneur qui dit j'ai fini au mois de mars, t'es content s'il a fini au mois de mai. et les démarches aussi administratives, tout ce qui est permis d'urbanisme et tout, ça c'est souvent des complications, mais c'est des complications parce que tu connais pas au début. Ouais. Au fur et à mesure que tu le fais, ça devient de plus en plus facile. Créer un dossier bancaire, ça devient facile. Créer une demande de régularisation si tu achètes un bien qui est en infraction à l'urbanisme, au début c'est compliqué, mais finalement, comme pour tout, plus tu fais, plus tu comprends. Okay. Très bon, très bon. Si tu prends par exemple l'exemple d'un problème que tu viens de mentionner ici, et comment est-ce que tu l'as résolu? Je peux développer un petit peu ce que je viens de te dire par rapport au taux d'endettement. Ça, c'est vraiment ce qui m'a bloqué. Ouais, c'est ça. Parce que moi, au début, je faisais un achat tous les 2 ans, puis je suis passé à un achat tous les ans. Maintenant, je suis à 2 voire 3 acquisitions par an. Donc, clairement, c'était trouver les bonnes banques, trouver les bons courtiers et augmenter cette capacité d'emprunt et ce taux d'endettement. Pour ça, je t'ai expliqué, j'ai fait un second travail. J'ai mieux analysé le marché, j'ai été chercher plus de rendement. J'ai compris que ce qui comptait pour moi aujourd'hui, c'était d'aller chercher du gros cash flow et pas spécialement de la plus-value, parce que le cash flow allait augmenter mes revenus et allait me permettre d'emprunter plus. Exact. Yes. Ça, c'est très smart, les amis, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, parce qu'à la fin de la journée, pour faire du crédit, il faut avoir la capacité de pouvoir s'endetter. Et donc, il n'y a pas 1000 solutions. C'est ou bien on augmente ses revenus, ou bien on diminue ses charges. Quel problème est-ce que tu as rencontré dans ton parcours d'investisseur? Quels sont les problèmes majeurs que tu as rencontrés? Vraiment les plus gros problèmes? Le plus gros problème, ça a été de trouver des entrepreneurs compétents. Parce qu'ils peuvent être compétents et tu ne sais pas pourquoi. Ils ne sont plus compétents à un moment. Ou ils se découragent. Et donc ça, c'était vraiment le plus challengeant. Après, dans le parcours, il y a eu un moment qui était très compliqué, c'était pendant le Covid, parce que le marché était au plus haut, donc c'était le bon moment de revendre. Mais après, quand on a vendu, il faut racheter. Et les prix baissaient pas, en fait. Et donc là, c'était vraiment complexe. Donc ça a été trouvé, en deuxième, ça a été trouver les biens pendant le Covid. Là, c'était vraiment la galère. J'en visitais beaucoup. 26 week-ends d'affilée.
à visiter 3-4 biens par jour, voir des maisons en ruine qui se vendaient à des prix de maisons neuves, des gens qui n'avaient pas visité qui faisaient des offres. Enfin, je ne comprenais plus rien en fait, le marché était fou. Ça c'était vraiment très difficile avec le stress de l'argent de la vente qui était là, qu'il fallait placer, avec un petit risque de crise systémique bancaire qui était là, qui planait un peu au-dessus de la tête, c'était pas confortable. Donc voilà, et là il a fallu user de stratégies, d'astuces pour trouver des biens rentables parce que c'était chaud quoi. Quel problème est-ce que tu as rencontré quels sont les problèmes majeurs que tu as rencontrés dans ton parcours d'investisseur qui ont été vraiment difficiles pour toi à surmonter ou qui étaient vraiment des gros challenges? Paradoxalement, les travaux étaient, quand on commence les travaux, là aujourd'hui je suis plus le même investisseur que je l'étais au début, mais la première fois que j'ai acheté un bien pour faire des travaux, c'était de suivre en fait les ouvriers, c'est pas facile. Voilà, ils sont des contretemps, parfois voilà, ils sont malades ou il y a un problème avec la toiture qui n'était pas forcément dès le début budgétisée. Et donc voilà, il fallait vraiment, ça a été au début un challenge et une peur en fait qui au final est plus, il faut pas avoir peur en fait, il faut se lancer et en fait même s'il y a des petits problèmes, des petits contretemps, il y a toujours des solutions et voilà, donc aujourd'hui je n'achète que des biens en travaux, même parfois insalubres que je vais essayer de rénover complètement de A à Z, voilà, avec l'expérience. Mais au début c'était vraiment le challenge. Que justement depuis tu n'as plus de chômage locatif, si tu peux dire un peu depuis combien de temps du coup tu as investi pour juste comprendre en combien de temps tu n'as plus de problème à part ce premier problème? Alors on aura toujours des problèmes parce que c'est une activité, il faut juste les anticiper, les gérer ou savoir le type de problème qu'on aura. Donc si tu prends un mauvais locataire, d'office tu auras des problèmes. Tu prends un mauvais logement, tu auras d'office des problèmes. Mais la loi des nombres va faire que j'aurai du vide locatif, mais les gens avec qui je conseille ou mes biens propres, je n'ai quasi plus de vide, voire pas de vide locatif, donc ça je n'en ai pas. Pour toi, en immobilier, parce que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo sont certainement la plupart débutants en immobilier, tu penses qu'en moyenne on doit sacrifier entre guillemets combien d'années pour arriver à se générer un revenu qui pourrait ou bien nous mettre en mi-temps, ou bien dans un second step, même se mettre en temps plein dans l'immobilier et arrêter ce qu'on fait? Tout dépend de tes objectifs, tout dépend de ton lifestyle, de tes besoins aussi. Mais imaginons si tu as une situation classique, tu gagnes 2500 € par mois, je pense qu'en 5 ans où tu charbonnes bien, tu peux atteindre ce type de revenu en revenu locatif. Et à ce moment-là, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux continuer à travailler à temps plein, 3/4 temps, à mi-temps, plus du tout? En général, plus tu gagnes, plus ton rythme de vie augmente, plus tes ambitions augmentent. Donc souvent ce que les gens font, c'est que quand ils arrivent à leur objectif, à leur premier objectif, ils repartent sur un deuxième objectif. Exact. Mais en tout cas, 5 ans, ça te laisse la possibilité de choisir. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un Belge qui part de zéro et qui voudrait essayer de s'enrichir avec l'immobilier? Franchement, d'aller sur Rialo. En plus, la carte que j'explique, elle est accessible sans payer l'abonnement Rialo qui coûte une centaine d'euros par mois. Tu vas dessus sur Rialo, tu regardes les zones et puis tu vas sur le secteur. Il y a toujours cette question des travaux. Est-ce que je fais les travaux moi-même? Est-ce que je les fais faire par quelqu'un? J'ai peur de me faire arnaquer. Moi, ce que je conseillerais pour ça, c'est tu vas sur Facebook, dans la zone dans laquelle tu recherches. Tu te rassures en te disant, OK, il y a des entrepreneurs de qualité. Comment tu fais? Tu vas sur, par exemple, si tu es à Namur, il y a plein de groupes Facebook, Namur, notre ville, notre village, etc. Tu tapes simplement qui connaît un bon électricien, un bon plaquiste, un bon... Et s'il y a un nom qui revient une fois sur deux, tu sais que c'est lui que tu contactes. Et tu te rassures sur ce point, tu vois. Même si tu n'as pas encore de bien. Parce que généralement, ce qui fait peur aux gens, c'est les travaux, en fait. Donc ça, c'est vraiment efficace. Et après, ça va être... il faut y aller. Il y a une analyse à faire. Et moi, j'aime toujours bien penser en équation. L'équation que j'utilise le plus, c'est il y a les émotions. Est-ce que j'aime bien le bien? Est-ce qu'il y a du potentiel pour du locatif? Pas spécialement pour y habiter, mais à louer, est-ce que ça pourrait, en rendu fini, être cool? Et puis après, c'est poser les chiffres. On laisse les émotions de côté, pose les chiffres, on voit le temps, on voit l'argent que ça va coûter. Et moi, j'aime bien rajouter une troisième variable, c'est les ennuis, les tracas. Si on désosse un immeuble complètement, c'est pas la même que de refaire une déco, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Et ensuite, quand on regarde cette équation, donc émotion plus les finances, égale est-ce que c'est rentable ou pas, est-ce que j'ai envie d'y aller, oui ou non. Et comment justement est-ce que tu as pu, tu t'es dit ok, les travaux c'est un vrai challenge, j'ai pu perdre de l'argent ou éventuellement prendre des mauvaises décisions. Comment maintenant avec l'expérience que tu as su surmonter justement ça, c'est-à-dire que maintenant tu sais mieux budgétiser? Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à ne plus avoir ces problématiques que tu as eues? Je me suis associé avec mon ouvrier, donc du coup ça aide forcément. Mais oui, l'association, et puis en fait, grâce à l'expérience, on se rend compte qu'au final, il ne faut pas en avoir peur des travaux parce que
je sais que voilà, beaucoup de personnes font des devis, ça coûte énormément cher, mais quand on s'associe avec une personne, on arrive à trouver, en fait, à prendre des shortcuts et à trouver des matériaux moins chers, à commander sur des sites groupés. Forcément, quand on a plus d'IMO, on fait dans le volume, donc on arrive aussi également à acheter en gros. Et donc, c'est plutôt comme ça que j'ai réussi à surmonter, en connaissant en fait et en m'intéressant, pas en laissant faire l'ouvrier forcément. Parce que si on le laisse faire, voilà, il va toujours être tenté de prendre sa part du gâteau. Mais si on suit bien les choses, qu'on connaît un petit peu ce qu'on doit faire, budgétiser, à la fin en fait ça vient tout seul. Donc, c'est vraiment comme ça que je vois. Quelles sont les bonnes pratiques à suivre pour trouver un bien rentable selon toi? Alors, un bien rentable, c'est contrairement à ce qu'on dit, c'est pas parce qu'on est KFC au positif, mais c'est plutôt l'emplacement en devenir. Ça, c'est ma stratégie. Il faut visiter, sonner. Penser à l'abandon, on sonne, on va à la commune, on scrute quand même ImoWeb parce qu'il y a des anomalies de marché. Donc il y a des gens qui veulent vendre d'eux-mêmes et c'est une erreur des fois parce qu'ils ne sont pas conseillés. Mais je vais dire, au plus on visite, au plus on est sur le terrain, au plus on fait son carnet d'adresse, au plus on aura d'opportunités. Quelles sont les bonnes pratiques à suivre pour trouver un bien rentable selon toi? Les bonnes pratiques à suivre, c'est bien se renseigner, connaître le marché, analyser les villes en développement. Il faut savoir que moi je trouve qu'il y a un ratio dans l'immobilier qui, le ratio c'est le prix de la valeur locative, il dépend de la demande. Donc s'il y a une grosse demande, le prix des locations va augmenter. Et en fait, il faut trouver les bonnes villes où le prix des loyers est élevé, mais où le prix de l'achat est encore assez bas. Pourquoi est-ce qu'il est bas? Parce que la ville n'est pas sexy, parce que la ville est en travaux, parce que la ville a une mauvaise réputation. Et en fait, si tu trouves cet endroit-là, tu comprends qu'il y a de la demande locative, donc c'est qu'il y a un intérêt pour ces villes-là. Forcément, à un moment donné, le prix de l'immobilier va rattraper cette différence de valeur locative. Et en fait, si tu comprends bien ce marché-là, tu peux pas te planter. Est-il encore possible de trouver des biens rentables en Belgique? Tu en as déjà parlé pas mal, mais si oui, comment? Tu pourrais redire quel est ton avis là-dessus? Parce que la plupart des gens se disent ouais, c'est compliqué, moi j'arrive pas, etc. Quel est ton avis, toi qui es investisseur actif sur les marchés? Est-ce que c'est encore possible? Et si oui, comment est-ce que tu ferais ou comment est-ce que tu fais? Je trouve que le marché est un peu particulier aujourd'hui parce que les vendeurs commencent à comprendre enfin qu'on n'est plus au taux à 1%, voire à 0,5% dans certains cas, et que le PEB a vraiment une importance. Donc il y a beaucoup de biens d'occasion qu'il faut isoler, et les banques obligent à isoler maintenant les bâtiments, mais ça coûte vite cher, entre acheminer l'isolant et puis le faire placer. C'est des choses, mais maintenant en plus il faut préparer les biens pour l'avenir. Donc on ne pense pas à dans 10 ans, on pense à dans 25 ans, 30 ans. Donc ça c'est un surcoût, mais qu'on ne sait pas rentabiliser immédiatement. Donc il y a bien quelqu'un qui doit le payer, et c'est le vendeur. Maintenant, si tu vas sur ImoWeb, qui est le plus connu, c'est trop tard. Clairement, c'est trop tard. Et avant même d'aller sur ImoWeb ou sur les plateformes Imovlan ou quoi, moi ce que je conseille de faire, c'est d'aller sur Imovlan. Et j'ai découvert ça d'ailleurs hier en discutant avec un marchand. En fait, Imovlan est branché à un outil de big data belge qui permet de faire des analyses hyper précises du prix au mètre carré dans la région que tu vises. Donc si tu fais une demande d'analyse pour une maison de façade de 110 mètres carrés, comme ça on peut faire 4 chambres dans 110 mètres carrés, à Liège, dans tel quartier, tu fais la demande d'analyse, tu fais ta demande sur bien complètement à rénover, bien en état moyen et très bon état, et les données qui vont te sortir sont excellentes. C'est du big data, parce qu'ils ont payé eux un abonnement. Donc ça c'est un gros hack à faire, et le faire pour les 3 types d'état de biens. Quelles sont les bonnes pratiques ou les techniques que toi tu as réussi à mettre en place pour arriver à trouver des biens? Parce qu'aujourd'hui le nerf de la guerre c'est trouver des biens rentables, c'est plus possible, tout le monde dit ImoWeb on peut plus, machin. Toi qui continuellement investis depuis une dizaine d'années maintenant presque, qu'est-ce que tu mets en place pour trouver ces biens? Il y a plusieurs techniques mais qui sont assez connues, mais forcément une des premières c'est le off-market. En fait, et je vais donner une petite anecdote, le off-market c'est pas forcément quelqu'un qui va vous dire voilà il n'est pas sur ImoWeb, je vais vous le vendre. Ça peut être n'importe qui vend son bien, une torrente ou c'est du off-market, c'est pas mis sur ImoWeb. Donc voilà, on a tendance à toujours parler d'off-market, mais le off-market c'est simplement quelque chose qui n'est pas encore aux yeux des investisseurs. Et alors pour la petite histoire, je parle beaucoup autour de moi de l'immobilier, mais pas parce que je m'en vante, parce que j'aime ça et que voilà, je peux parler de tous les jours, je pourrais parler d'immobilier, je mange immobilier, je dors immobilier.
Et forcément, quand je discutais avec des amis, un jour, il y a un ami qui m'a dit, écoute, viens visiter avec moi, j'aimerais bien acheter un appartement. Et donc du coup, j'ai été avec lui. Et il s'avère qu'il y avait un autre appartement qui était en vente au-dessus, qui n'était pas encore mis sur le marché. Mais du coup, j'ai été en contact direct avec les investisseurs qui revendaient l'appartement que mon ami était intéressé. Et il s'avère que cet appartement-là était au prix de 175 000 et qu'il y avait en fait des combles aménageables, plus une pièce qui n'était même pas, dont les investisseurs qui faisaient de l'achat-revente n'étaient même pas au courant. Et donc je me suis retrouvé avec un triplex à Bruxelles, sur Molenbeek, qui est expertisé à 320 000, mais je l'ai acheté 170 000. Bon, j'ai fait quand même des travaux, mais j'ai fait 45 000 euros de travaux, donc dans l'un, dans l'autre. Ouais, mais donc du coup, vraiment un coup de chance, on va dire, mais c'est aussi le fait de manger immobilier, de dormir immobilier, vraiment de discuter tout le temps avec des amis. Et donc du coup, en fait, l'off-market peut également venir à vous de manière vraiment aléatoire. Et donc ça, voilà, c'est aussi, enfin, c'est pas une technique en tout cas, mais ça vient automatiquement. Mais l'off-market forcément sera le plus intéressant. Et après aujourd'hui, maintenant que je suis un peu plus rodé, j'essaye de prendre des biens avec énormément de travaux qui sont assez spacieux, où il y a moins de monde dessus et où je sais que j'aurai un avantage concurrentiel par rapport aux autres grâce aux travaux, étant donné que je suis associé. Et donc là, c'est des biens où j'arrive à faire des plus-values, notamment via des méthodes de location, on en parlera peut-être. Est-ce que tu as des méthodes spécifiques qui te permettent d'augmenter la rentabilité de tes projets immobiliers, toi? Méthode colocation, forcément, mais après, tous les biens que je vais acheter, et ça je le dis tout le temps aux élèves ou aux personnes avec qui je discute, c'est que si vous achetez quelque chose pour faire de la colocation, s'il est uniquement rentable en colocation, c'est pas bon. Il faut que ce soit rentable en colocation, mais également en location standard. Ouais. Et si vous arrivez à trouver un bien qui est rentable en location standard, et quand je dis rentable, c'est qu'au moins vous puissiez rembourser vos crédits et toutes les charges annexes, et que vous mettez de la colocation dessus, forcément vous allez avoir un rendement un peu supérieur. Et alors ce que moi je fais, ce que j'aime bien faire, mais c'est un budget, mais encore une fois, comme je suis associé avec un ouvrier, j'arrive quand même à diminuer le coût des travaux, c'est de mettre une salle de bain dans chaque chambre quand je fais de la colocation. Ça me permet de mettre un peu plus cher, et ça me permet en même temps d'attirer en fait du beau monde et des gens parce qu'ils ont leur intimité, et donc ça c'est un peu ma marque de fabrique. J'ai des salles de bain dans chaque chambre quand je fais de la colo. Est-il encore possible de trouver des biens rentables en Belgique? Si oui, comment et où? Quel est ton avis sur le marché général en Belgique? Oui, on a la preuve ici. On me disait à Bruxelles, c'est fini. Non, c'est juste qu'il y a plus de concurrence, c'est tout. Bruxelles reste la capitale la moins chère d'Europe. On en a déjà parlé. Il faut y aller. Mais qu'est-ce qu'on appelle rentable? On veut être libre financièrement avec après un bien, deux biens, trois biens. Enfin, il y a de la rentabilité à aller chercher. C'est encore le moment et ça sera toujours le moment. Mais chaque fois qu'on attend, on reporte. Donc, ça sera de plus en plus cher. Je serais vraiment intéressé de savoir si toi tu utilises certaines méthodes spécifiques pour maximiser la rentabilité d'un bien. Quels sont genre ton top 3 des méthodes que tu as déjà mis en place qui font que tu aies gagné beaucoup de rentabilité sur un projet par exemple? Déjà la rentabilité, ça va se manifester par plus d'argent tous les mois. Ce qui se manifeste par si on revend une plus-value de plusieurs dizaines de milliers d'euros, en fonction de la taille du bien évidemment. Donc c'est comme ça que je l'appréhende. Alors, moi les trucs que je préfère, c'est les régularisations. C'est franchement, et je ne l'ai pas fait exprès, je me suis rendu compte au bout de la 3e fois, où j'achetais 2 baraques, enfin une maison sur une seule parcelle cadastrale. En fait, il y avait 2 portes d'entrée, et juste commune, régularisation, boum, 2 maisons qui peuvent être revendues à la pièce. Tu gagnes un fric bête en fait. Donc pouvoir faire des divisions et surtout les régularisations, parce qu'il faut bien distinguer la régule où c'est automatique et le permis avec d'office les plans doivent être faits, mais dans la régularisation la commune n'a pas le choix que d'accepter. Le permis elle peut refuser. Est-ce que tu as des méthodes pour maximiser la rentabilité d'un bien? Oui, pour moi, les biens que j'achète, ça dépend. Moi, ma stratégie, c'est que j'investis dans les grandes villes, donc surtout Bruxelles. Ce bien doit être polyvalent et répondre à toutes les législations qui changent tout le temps. Donc, je ne vais jamais mettre un plan financier sur un type de rentabilité d'un bien, parce que tout peut s'écouler le lendemain. Voilà. Et si la banque ne le prend pas comme levier non plus, il n'y a pas beaucoup d'avantages. Ça fait du cash flow, il faut en être conscient, mais ça veut dire qu'on ne peut pas rebondir. Donc, voilà. Très smart, très smart. Est-ce que tu as des méthodes spécifiques qui te permettent d'augmenter la rentabilité de tes projets immobiliers, toi? Méthode colocation, forcément. Mais après, tous les biens que je vais acheter, et ça je le dis tout le temps
aux élèves ou aux personnes avec qui je discute, c'est que si vous achetez quelque chose pour faire de la colocation, s'il est uniquement rentable en colocation, c'est pas bon. Il faut que ce soit rentable en colocation, mais également en location standard. Ouais. Et si vous arrivez à trouver un bien qui est rentable en location standard, et quand je dis rentable, c'est qu'au moins vous puissiez rembourser vos crédits et toutes les charges annexes, et que vous mettez de la colocation dessus, ben forcément vous allez avoir un rendement un peu supérieur. Et alors ce que moi je fais, ce que j'aime bien faire, mais c'est un budget, mais encore une fois, comme je suis associé avec un ouvrier, ben j'arrive quand même à diminuer le coût des travaux, c'est de mettre une salle de bain dans chaque chambre quand je fais de la colocation. Ça me permet de mettre un peu plus cher, et ça me permet en même temps d'attirer en fait du beau monde et des gens parce qu'ils ont leur intimité, et donc ça c'est un peu ma marque de fabrique. J'ai des salles de bain dans chaque chambre quand je fais de la colo. Ok, intéressant. Quels sont les pièges à éviter selon toi dans l'investissement immobilier? Les faux rendements donnés soit par des agents ou des consultants ou des conseillers, sous-estimer les travaux. Donc ça, c'est pas évident. Et ne pas connaître le marché. Parfait, très bon, très straightforward. Quels sont les plus grands pièges à éviter dans l'investissement immobilier selon toi? Waouh, les plus grands pièges à éviter. Se laisser avoir par les émotions. Pas avoir peur de se retirer d'un deal si c'est foireux. Et il faut bien se méfier des non-dits quand on fait des visites ou du mensonge par omission. J'ai constaté ça quand je fais... Hier j'ai fait une visite et j'arrive dans le bâtiment et je vois l'escalier qui est un peu penché et je vois une grosse fissure qui n'était pas du tout explicitée. Bon, c'est un peu normal, c'est le jeu. Et j'ai dit à l'agence, qu'est-ce qui se passe ici? Une fissure ou ça? Là, la fissure, elle faisait 1 cm de large. Et elle ne répondait pas à mes questions. Bon. Et puis en creusant, je me suis rendu compte qu'en fait tout le sous-bassement était en train de s'affaisser, il n'y avait pas de fondation à la cave, et donc toute une partie de la maison était en train de partir. Tu vois. Et la cave, elle voulait pas qu'on y aille. Ou non, passez ce côté-là, regardez ici, il y a de la lumière, venez, c'est plus facile. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'endroit dans le coin là-bas où je vois qu'il y a un problème, tu vois. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe. Idéalement, c'est venir avec quelqu'un qui dit rien. Moi, en visite, je parle pas beaucoup, et avoir les yeux partout, mais qui connaît les bâtiments. Moi, j'ai la chance avec mon architecte, et puis à force de voir des bâtiments, ça aide pas mal. Et donc, c'est vraiment faire gaffe à ça, et c'est pas écouter ce que les gens disent. Un autre truc que j'ai eu, je voulais acheter un garage, et il était repris comme garage. L'agent immobilier me dit oui, c'était un garage. Sauf qu'en fait, en allant voir sur Google Maps, en remontant dans le temps, je me suis rendu compte que c'était un garage Mercedes, et c'était devenu une casse automobile. Et le gravier était tout neuf à l'arrière. Et en fait, il y avait une pollution du sol, il y avait une zone de captage, et ils essayaient de me le cacher. Donc il a fallu casser la vente. Donc c'est tous ces trucs-là que, quand on n'a pas au moins essayé de t'avoir une fois, c'est très difficile de s'imaginer ce genre de truc, tu vois. Parce que le garage, ouais, elle a pas menti, c'était un garage. Ouais, tu vois. Donc c'est tout des machins comme ça. Donc vraiment, pour moi, il faut des gens qui ont de l'expérience et de la bouteille, qui peuvent venir voir avec toi. Après, il faut pas toujours aller vers des garages. Si on va vers des maisons, ouais. Et alors, le truc de l'agent immobilier, on a déjà une offre. Ça, c'est du bullshit. Okay. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu fais une offre et que tu achètes un bâtiment, tu n'achètes pas avec les acheteurs potentiels qui n'ont peut-être pas existé. Et j'ai des amis agents immobiliers, ils me disent « Val, bien sûr qu'on invente qu'on a une offre. » Donc ça, il faut bien le vérifier. Et alors, dernier truc que moi je conseille, c'est aussi, encore une fois, Rialo, aller voir l'historique des biens en fait. Tu tapes l'adresse du bien, même en s'identifiant. Alors parfois, ils te donnent tout l'historique de la mise en vente. Et tu vois si le bien il est en vente depuis 2 ans ou s'il est en vente depuis 2 mois, tu vois. S'il est en vente depuis 2 ans et que tu vois le prix qui était à 600, puis il descend à 500, puis il remonte à 550, puis il descend à 400, le vendeur il est mûr et il y a peut-être un problème. Donc là, on va vraiment ouvrir l'œil le bon, quoi. Okay. Tu vois. Donc ouais, ça c'est des petits pièges à éviter. Mais il y en a tellement. Il y a des trucs de dingue. Quels sont les pièges à éviter pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'investissement immobilier? Aller trop vite. Donc ne pas se former et y aller directement. Parce que moi, si je m'écoutais quand j'étais jeune au début, j'achèterais un appartement dans une grande résidence avec une 60aine d'appartements et avec beaucoup de charges, alors que c'est vraiment pas le truc à faire. Donc aller trop vite. Écouter son entourage qui n'y connaît rien. Ça, malheureusement, je le vois encore aujourd'hui. Bon, là, moins parce que j'ai une plus grosse expérience, mais quand je parle à mon entourage, ils sont largués et du coup, ils comprennent pas forcément. Enfin, ils comprennent parce que ça marche bien, mais ils comprennent pas forcément comment ça fonctionne et ils se disent parfois c'est pas possible, tu me mens, alors que je mens rien en fait. Il n'y a aucun mensonge, honnêtement, mais quand on leur donne des chiffres, parfois. Donc ça, écouter l'entourage qui n'y connaît rien, et ça peut être beaucoup le cas quand on est débutant. Tata Jacqueline, repas de Noël, qui vont me dire ah non, c'est pas
pas comme ça, tu dois aller travailler. Je dis pas qu'il faut pas travailler, il faut travailler parce que je travaille encore et voilà, il faut quand même avoir un revenu. Mais bien sûr que l'immobilier fonctionne encore. Et voilà, donc ça c'est le plus gros conseil. Et alors le mindset, comme je l'ai dit au début, ouais, il faut vraiment s'assurer que faut pas avoir peur en fait. Faut effacer cette barrière psychologique qui vous empêche en fait d'avancer, parce que au final, on va toujours se dire, on va toujours mettre les craintes en fait, avoir les craintes en tête, et on va se dire ok, il peut se passer ça, ça et ça, alors qu'au final, il y a peut-être 3 quarts qui vont pas se passer, il y a peut-être un quart qui va se passer, mais c'est ça aussi l'immobilier, c'est de solutionner des problèmes, trouver des solutions, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on s'enrichit. Quels sont les pièges à éviter, les grands pièges à éviter dans l'investissement immobilier selon toi, Greg? Alors selon moi, c'est fonctionner au coup de cœur. Gros piège à éviter. Et ce que 95% des gens font, ils connaissent pas le marché, donc ils pensent que ok, ça vaut entre 200 et 220 000, mais ils sont prêts à mettre 250 parce que d'une part ils ont la capacité financière de le faire, et parce que c'est un coup de cœur en fait. Ils disent c'est pas grave, je vais bien me sentir ici. On s'en fout de ça. C'est pas rentable. Donc toujours bien calculer, être maître du jeu, être maître de ses calculs. Et deuxième erreur à éviter, c'est penser faire une bonne affaire quand il y a déjà des travaux en cours. Ça je l'ai remarqué. Pour moi il y a une catégorie de biens à éviter totalement. C'est les biens, je veux dire, entre 160 et 180 000 euros, qui sont partiellement rénovés, mais finalement il faut tout refaire. Ah oui. Donc tu vas payer 180 au lieu de 100, parce que tu penses que tu vas gagner du temps et qu'il y a déjà pas mal de travaux qui sont faits, mais au final tu vas te rendre compte qu'il faut tout refaire et ton budget va être le même, ton budget rénovation va être le même, alors que si tu l'as acheté à 100, c'est là que tu crées de la plus-value. Ou bien tu achètes quasiment fini, parce que tu sais que c'est pas ton truc les travaux et que toi tu veux vite avoir du rendement. En tout cas, coup de cœur et les biens à moitié faits. À éviter. Ouais, parfait. Si tu devais donner un seul conseil, Jenny, aux Belges qui veulent se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais? Lève-toi et vas-y. Très bruxelloise. Ouais, avance une fois. Non. Blague à part, non, il faut, comme j'ai dit tantôt, il faut s'armer, y aller, peut-être faire des calculs, peut-être se tromper une fois ou deux, mais que ça sert d'école. Mais il faut surtout y aller, parce que je vois que maintenant, il y a des gens qui accompagnent bien comme toi, mais ils sont des fois surformés, mais ils passent pas à l'action. Ils ont tout payé, ils ont même plus, parce qu'ils savent plus mettre de l'apport, ils sont super experts, mais ils passent pas à l'action. Donc j'ai dit, allez-y. Si tu devais donner un seul conseil aux Belges qui veulent se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais? Renseignez-vous, formez-vous. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ne foncez pas à l'aveugle. N'écoutez pas les personnes qui pensent savoir. Écoutez les gens qui savent. C'est vraiment ça le meilleur conseil. À donner aux Belges qui veulent se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais? Le premier bien, c'est le plus important, parce que c'est celui qui va te dégoûter ou faire en sorte que tu es parti pour en faire plusieurs. Alors en faire plusieurs, ça ne veut pas dire en faire un tous les 6 mois. Surtout le premier, bon ça dépend encore l'état et tout, mais il ne faut pas se dégoûter, il faut surtout à minima être break-even. Donc c'est vraiment bien connaître son marché avec les astuces que j'ai données, estimer les travaux bien sûr, et pas hésiter à mettre la main à la pâte au début parce qu'on n'y connaît pas spécialement grand chose, et ne serait-ce que de vider le bien, le nettoyer, retirer la démolition. Alors je dis pas d'ouvrir les murs porteurs soi-même parce que là il y a quand même des risques, donc on peut laisser faire un professionnel, mais ouais c'est vraiment ça. Il faut pas se dégoûter. Donc un projet à sa hauteur, ça peut être une maison de 2 façades, il y a beaucoup de gens qui achètent leur maison d'habitation et qui en font un projet, voyez-le comme si vous achetiez votre résidence principale, sauf qu'en fait vous allez faire habiter d'autres personnes dedans. Voilà. Et alors, ouais, mettez la main à la pâte aussi bien évidemment. Donc moi je trouve ça intéressant de commencer par, quand on n'a vraiment pas d'expérience et un peu peur, une maison de façade ou un appart qui fait 80-90 mètres carrés, alors ça dépend de la région aussi évidemment dans laquelle on se trouve. Et je vais quand même rajouter un truc, pensez bien au PEB parce que ça commence à vraiment devenir de plus en plus important et dans l'avenir ça va devenir encore plus important. Donc on évite les 3 façades, on évite les 4 façades, on préfère les 2 façades en tout cas pour démarrer parce que 2 façades c'est que 2 façades exposées aux intempéries. Si tu devais donner un seul conseil aux Belges qui vont regarder cette vidéo et qui aimeraient se lancer dans l'immobilier, qu'est-ce que tu leur dirais? Formez-vous, vraiment formez-vous. N'essayez pas d'aller trop vite.
C'est vraiment pas de brûler les étapes. D'abord, il faut vraiment se constituer des connaissances. Il faut vraiment savoir, déjà que ce soit, quand je dis connaissances, c'est en immobilier de façon générale, immobilier belge, mais également sur le marché. Donc, connaissez le marché, étudiez le marché. Et ça, ce sont toutes des choses qu'on fait via l'accompagnement. Donc, je dirais vraiment, formez-vous et essayez de comprendre le marché sur lequel vous allez travailler. Très bon. Merci Jérôme pour toutes ces pépites. Merci. Merci. Voilà les amis, cette vidéo est terminée et je vous invite à mettre en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo pour que je refasse le tour d'autres investisseurs. Si vous avez même des investisseurs en tête, n'hésitez pas à me mettre en commentaire leur nom. Je me ferai un plaisir de les contacter et de vous faire un épisode 2 sur je demande aux investisseurs comment est-ce qu'ils investissent pour qu'ils puissent vous inspirer et pour que vous puissiez vous également implémenter leur stratégie. Je vous dis à bientôt sur la chaîne.